Imaginez un instant que vous conduisez seul sur une route isolée, la nuit, le monde extérieur englouti par une obscurité qui semble vivante, palpitante, comme si elle respirait autour de vous. Le bruit des pneus sur l'asphalte mouillé est votre seul compagnon. Jusqu'à ce que soudain, vos phares capturent une silhouette blanche, immobile, telle une sentinelle de l'enfer. Elle ne bouge pas, ne crie pas, elle observe. Et à cet instant, quelque chose en vous se brise, car vous savez, au fond de vous, que ce n'est pas humain. Mais si je vous disais que ce n'est pas qu'une légende murmurée autour d'un feu de camp, qu'en France, ces dernières années, 3 âmes malheureuses ont croisé la route de cette entité connue sous le nom de la Dame Blanche, laissant derrière elle un héritage de terreur que la police a tenté d'enfouir au plus profond de ses archives, comme si le silence pouvait effacer le mal. Aujourd'hui, je vous révèle ces secrets interdits. Des histoires qui s'insinueront dans votre esprit et vous feront douter de chaque reflet dans le miroir, de chaque murmure dans le vent. Restez jusqu'à la fin, car une fois que vous aurez entendu cela, la dame pourrait bien décider que vous êtes le prochain. Commençons. C'était une nuit pluvieuse d'automne 2018 sur les routes sinueuses de Provence, dans le sud de la France, où les collines couvertes de lavandes séchées semblent murmurer d'anciens secrets au vent qui hurle, comme des âmes perdues. Julien Moreau, un homme de 42 ans aux mains calleuses après des années au volant, conduisait son vieux camion Renault grouillé, le moteur ronronnant comme un animal fatigué et réticent, tandis que la pluie tambourinait sur le toit de la cabine, comme des doigts impatients frappant à une porte que personne ne veut ouvrir. L'air intérieur était lourd, presque suffocant, imprégné de l'âcre odeur de cigarettes froides et de sueur accumulée au cours de longs voyages solitaires, mêlée à l'odeur humide et terreuse de la terre mouillée qui s'infiltrait par les fentes des fenêtres mal scellées, créant une atmosphère qui semblait coller à la peau comme une seconde couche de désespoir. Julien était plongé dans de sombres pensées. Son esprit un labyrinthe de souvenirs douloureux. Le récent divorce, encore palpitant comme une plaie fraîche et infectée, les jeunes enfants que son ex-femme avait emmenés dans l'agitation impersonnelle de Paris, ne lui laissant que l'écho creux de sa propre respiration haletante et le vide qui grandissait en lui comme un trou noir dévorant les étoiles. Il alluma une autre cigarette, la flamme vacillant dans l'obscurité de la cabine, illuminant brièvement son visage, marqué de profondes rides de fatigue et de solitude, la fumée s'élevant en spirale paresseuse qui dansait dans l'air confiné. Soudain, sans prévenir, les phares percèrent le rideau de pluie incessant et illuminèrent quelque chose au milieu de l'étroite route. Une femme, vêtue de blanc immaculé, debout telle une statue taillée dans la glace éternelle. Sa longue robe fluide, ondulant légèrement même sans un souffle de vent pour la remuer, comme si elle défiait les lois de la nature. Julien freina brusquement. Les pneus grissant bruyamment sur l'asphalte glissant et traître, le camion dérapant dangereusement tandis que son cœur s'emballait comme un prisonnier fou cognant contre les barreaux de sa cellule, le sang battant à ses tempes avec une intensité qui lui brouillait la vue. « Mon Dieu, c'est quoi ce bordel ?» murmura-t-il d'une voix rauque et rauque, une sueur froide ruisselant le long de sa nuque et se mêlant à la pluie qui ruisselait maintenant de son front, des gouttes glacées traçant des sillons irréguliers sur sa chair de poule. Il klaxonna à plusieurs reprises. Le son aigu et désespéré résonnait dans la nuit vide et indifférente, fendant le silence comme un appel à l'aide sans réponse, mais elle ne bougea pas d'un pouce. Ses yeux, 2 abîmes noirs et insondables, fixés sur lui avec une intensité prédatrice qui semblait absorber la lumière environnante, comme si elle connaissait chaque péché caché dans son âme tourmentée, chaque erreur passée qu'elle tentait d'enfouir. Julien hésita de longues secondes, la poitrine serrée par une peur primaire et irrationnelle, qu'il ne pouvait nommer ni rationaliser, une terreur qui lui montait des entrailles comme une bile amère, mais il sortit quand même du véhicule,
L'air glacial de la nuit tranchant sa peau exposée comme des lames tranchantes et invisibles, le sol humide claquant sous ses lourdes bottes trempées, chaque pas vers elle résonnait dans son esprit. Cela résonnait comme un avertissement inaudible, un tambour de guerre annonçant l'inévitable. « Madame, Vous allez bien? Avez-vous besoin d'aide » appela-t-il, la voix tremblante dans le silence pesant qui enveloppait tout, chaque syllabe arrachée à sa gorge sèche, tandis que le vent hurlait plus fort, portant des échos lointains qui ressemblaient à des rires étouffés. Plus il s'approchait, plus une odeur étrange et dérangeante envahissait ses narines, submergeant ses sens. Non pas la fraîcheur vivifiante de la pluie, ni la terre réconfortante de la boue, mais quelque chose de pourri et de décomposé, comme des fleurs fanées et abandonnées sur une tombe oubliée par le temps, mêlée à une légère odeur électrique d'ozone, comme l'air chargé après une violente tempête destructrice. La femme tourna lentement le visage, délibérément, avec une lenteur qui semblait étirer le temps, révélant une peau translucide, presque fantomatique, des veines bleues palpitant faiblement sous la surface pâle et éthérée, et un sourire qui s'étendit lentement sur ses lèvres fines sans jamais atteindre ses yeux vides, un sourire qui ne promettait ni soulagement ni salut, mais une douleur infinie et inéluctable, une éternité de souffrance qui se déployait tel un abîme sans fin. Julien recula instinctivement, trébuchant dans une mare d'eau sombre, reflétant la lune fragmentée, son cœur battant à tout rompre contre ses côtes, menaçant de lui percer la poitrine. Et en un clin d'œil, elle disparut complètement, se dissolvant dans la brume dense comme une fumée emportée par un vent capricieux, ne laissant que l'écho persistant d'un murmure glacial qui semblait provenir de son propre esprit. « Julien, viens avec moi. Ta solitude s'achève ici, dans l'étreinte froide de l'éternité. » Il courut vers le camion, paniqué, les mains tremblantes, luttant pour tourner la clé, les doigts luisants de sueur et de pluie, mais le moteur crachotait et toussait, comme si quelque chose d'invisible et de malin le tenait fermement. Des heures plus tard, lorsque la police le trouva enfin errant sur la route déserte, pieds nus et fou, le regard vitreux et l'esprit fragmenté, bredouillant à propos d'une dame blanche l'invitant à l'abîme sans fond, ils mirent l'incident sur le compte d'un simple épisode de fatigue extrême et d'hallucination due au stress. Mais je sais ce qu'ils omirent volontairement des rapports officiels, les détails effacés, comme s'ils n'avaient jamais existé. Julien ne se remit jamais vraiment de cette rencontre fatidique. Dans les mois qui suivirent, il vit des ombres blanches danser au coin de ses yeux, des formes éphémères qui disparaissaient lorsqu'il tournait la tête. Il sentait des caresses froides et intangibles sur sa peau durant les longues nuits blanches, comme des doigts squelettiques traçant des lignes glacées le long de sa colonne vertébrale. Il entendait son nom murmurer dans les rafales de vent qui battaient contre les fenêtres de sa maison vide et silencieuse, un appel insistant qui résonnait dans ses rêves telle une sirène mortelle. La paranoïa le consumait peu à peu, l'isolant encore davantage du monde, transformant ses amis en étrangers et ses jours en interminables nuits de vigilance, jusqu'à ce que, 3 mois après la rencontre qui avait tout changé, il se pende dans le garage d'ombre de sa maison vide et silencieuse, laissant un mot déiphoné sur un morceau de papier froissé et taché de larmes. Elle ne me laisse pas tranquille. Elle promet la fin de la douleur, mais ce n'est que le début d'un tourment sans fin. La police classa l'affaire comme un suicide dû à une grave dépression, effaçant toute mention de la Dame Blanche des archives officielles, comme si prononcer son nom pouvait invoquer le mal tant redouté. Mais pourquoi? Car ils savaient, au plus profond de leurs âmes corrompues, que ce n'était que le début d'une malédiction qui se répandait comme un poison lent dans les veines de la France, contaminant tout ce qu'elle touchait. Avançons jusqu'en 2020, dans un village paisible et apparemment idyllique de la banlieue parisienne appelé Fontainebleau, où des forêts anciennes s'étendent comme un manteau verdoyant et mystérieux, gardant des secrets que le temps a enfouis sous des racines tordues et des feuilles mortes qui murmurent au vent, telles des confidences interdites. La famille Leclerc, Marie,
Professeur de littérature de 35 ans, les yeux fatigués par des nuits blanches passées à corriger des dissertations truffées d'erreurs juvéniles, son mari, Antoine, ingénieur de 38 ans, pragmatique et sceptique, qui ne croyait qu'à ce qu'il pouvait mesurer et calculer, et leur fille Élise, une fillette de 7 ans aux boucles blonds dorées et au sourire innocent, qui pouvait égayer n'importe quelle pièce morne, avait emménagé dans une maison centenaire en pierre moussue et patinée, avec du lierre grimpant aux murs extérieurs comme des veines vivantes et palpitantes, et un grenier qui craquait sous le poids invisible du passé, comme si des os anciens s'agitaient sans cesse. L'air intérieur de la maison était toujours légèrement humide et oppressant, chargé du parfum subtil et persistant d'une pièce de bois vieux, pourrissant lentement, et de lavande moisie, que Marie tentait de masquer en allumant des bâtonnets d'encens parfumés au bois de santal, dont la fumée dansait paresseusement dans l'air, tels des fantômes timides et insaisissables, créant des motifs hypnotiques sur les murs faiblement éclairés. Elles étaient enthousiasmées pour leur nouvelle vie, loin du bruit chaotique et impersonnel de la grande ville, imaginant des journées paisibles et des nuits sereines. Mais dès leur première nuit dans la maison, Élise se réveilla en hurlant, les draps trempés de sueur froide et moite, les yeux écarquillés fixés sur la fenêtre sombre et embuée, comme si elle voyait l'enfer de l'autre côté. « Il y a une dame blanche dans le jardin, maman. Elle me fait signe avec une main pâle. Elle veut que je vienne jouer avec elle dans l'obscurité. » Gémit la fillette tremblante dans les bras protecteurs de Marie. Marie l'apaisa de doux consos sur son front fiévreux, attribuant tout cela au stress récent du déménagement et à l'imagination fertile et vive d'une enfant qui voyait encore le monde comme un conte de fées tordu. Mais au plus profond de son cœur maternel, un malaise germa lentement, un picotement persistant dans la nuque qu'elle ne pouvait ni ignorer ni dissiper, comme si toute la maison respirait autour d'elle, observant chaque mouvement avec un regard invisible et malicieux. Les journées s'éternisèrent dans une routine apparente de normalité forcée, avec des petits déjeuners précipités et des rires nerveux. Mais bientôt, des anomalies commencèrent à se manifester, subtiles au début, mais grandissant, comme une infection. Des portes claquant toutes seules au cœur de la nuit, le bruit résonnant dans les couloirs vides comme des rires étouffés et moqueurs. Des pas légers et posés sur le parquet grinçant, comme des pieds nus marchant dans des flaques d'eau glacées invisibles. Et un froid inexplicable s'installa soudainement dans les pièces, malgré le grondement du radiateur comme un animal blessé et mourant, condensant leur souffle dans l'air comme une brume spectrale et fantomatique, créant des halos blancs autour de leur bouche. Antoine riait des inquiétudes grandissantes de Marie, qualifiant tout cela de charmes inoffensifs d'une vieille maison à l'âme capricieuse. Mais elle remarqua les changements subtils et alarmants chez Élise. La jeune fille dessinait maintenant avec obsession une silhouette blanche et éthérée, avec des yeux vides comme des puits sans fond et un sourire tordu et asymétrique, les crayons de couleur tremblant dans ses petites mains délicates, et son regard semblait lointain et vitreux comme si elle écoutait des voix inaudibles flotter dans l'air immobile et lourd, murmurant des secrets qu'un enfant ne devrait pas entendre ni découvrir. Un soir ordinaire, alors que Marie préparait le dîner dans la cuisine éclairée par une ampoule jaune vacillante, coupant des végétaux avec un couteau aiguisé et sinistrement brillant, elle sentit un frisson soudain et intense lui parcourir l'échine, comme si des yeux invisibles et perçants lui transperçaient le dos. Elle se tourna lentement vers la fenêtre embuée, le cœur battant la chamade, et elle était là, la dame blanche, immobile dans le jardin sous la pleine lune qui teintait tout d'un argent fantomatique et irréel, sa robe tachée d'une substance sombre et collante comme le sang coagulé d'une vieille blessure, ses longs cheveux flottant comme des serpents vivants dans le vent immobile et inexistant. Elle tendit une main pâle et osseuse, comme pour inviter Marie à une étreinte qui sentait la mort et la décomposition. Ses yeux noirs promettant des secrets interdits qu'aucune personne saine d'esprit ne devrait connaître ou découvrir. La machette glissa des mains tremblantes de Marie, tombant au sol avec un bruit métallique strident qui résonna dans la maison comme un cri désespéré et étouffé. Et elle appela Antoine, la voix rage de terreur, les mots arrachés. Lorsqu'il arriva en courant, essoufflé,
La silhouette s'était évaporée comme une brume au soleil levant, ne laissant qu'une trace humide et glacée sur la vitre, comme l'empreinte d'une main spectrale dans la condensation, des longs doigts fins qui semblaient avoir percé le fin voile séparant le monde des vivants et celui des morts. Le lendemain, ils appelèrent la police qui arriva avec des lampes de torches clignotantes nerveuses et des questions routinières, sceptiques, concluant qu'il s'agissait probablement d'un intrus ordinaire ou d'une farce malsaine de voisins jaloux. Mais Marie sentit dans l'air un résidu persistant de pourriture sucrée et nauséabonde qui s'accrochait aux rideaux comme des toiles d'araignée, une odeur qui envahissait ses rêves et la fit réveiller en sueur froide. Dès lors, la paranoïa s'installa comme un brouillard suffocant et inéluctable. Ellie se réveillait au milieu de la nuit en murmurant de vieux noms qu'elle ne connaissait ou ne devait pas connaître, des mots qui sonnaient comme des jurons. Antoine commençait à avoir des cauchemars violents et récurrents, se réveillant avec des marques de griffures rouges et enflées sur ses bras musclés, comme si des ongles pointus et invisibles l'avaient marqué pendant son sommeil profond. Et Marie entendait des murmures dans les coins sombres de la maison, des voix féminines murmurant des anciennes accusations de trahison, abandon et vengeance, des échos qui semblaient jaillir des murs comme si la maison était un être vivant et malveillant. La tension grandissait de jour en jour, chaque silence rempli d'une anticipation terrifiante et palpable, chaque ombre s'étirant comme des tentacules affamés et avides dans la faible lumière vacillante des lampes, transformant la maison en une prison de peurs irrationnelles. Finalement, un matin, alors qu'un orage furieux et implacable faisait rage, les éclairs illuminant le ciel noir comme les éclairs d'un cauchemar collectif, Marie se réveilla en sursaut aux cris perçants d'Élise, provenant du grenier interdit. Elle monta l'escalier en courant, les marches gémissant sous ses pieds nus, l'air devenant plus froid et plus dense, comme si elle entrait dans un tombeau ouvert et profané, l'odeur de décomposition désormais suffocante et envahissante, emplissant ses narines. Poison gazeux. Elle trouva sa fille debout au centre de la pièce sombre et poussiéreuse, les yeux vitreux comme du verre opaque et sans vie, pointant un zma tremblant vers le coin obscur. « Elle veut que je parte avec elle, maman. Elle dit que tu m'as abandonné il y a des siècles, que je lui appartiens désormais au royaume des ombres. » Marie serrait Élise désespérément, le cœur battant à tout rompre, mais elle sentait une présence oppressante derrière elle. Elle se retourna et vit la dame blanche matérialisée dans la maison, son visage devenu un masque grotesque de haine éternelle et crispée, ses yeux noirs tels des puits sans fond dévorant la lumière, sa bouche entr'ouverte exhalant une vapeur froide qui sentait la terre humide du cimetière et les fleurs pourries. Sa robe, autrefois d'un blanc immaculé, semblait tachée de quelque chose de vivant et de palpitant, comme si le tissu respirait une vie maligne. Marie poussa un cri primal, tirant Élise hors du grenier. Les marches de bois grinçaient sous leurs pieds paniqués, tandis que la présence de la dame semblait emplir l'air d'un poids écrasant et invisible, comme si la maison elle-même conspirait contre eux, les portes claquant et les ombres s'allongeant. Elles réussirent à s'échapper dans la pluie, mais Antoine, il n'eut pas cette chance, ni cette grâce. Lorsque Marie retourna au grenier avec la police le lendemain matin gris, son corps était là, affalé sur le sol poussiéreux et froid, les yeux ouverts, pétrifiés par une terreur éternelle, les mains crispées comme s'il cherchait quelque chose d'invisible et d'éthéré dans l'air. Il n'y avait aucun signe de violence, aucun signe de lutte physique, seulement un vide palpable qui semblait aspirer la lumière environnante, plongeant la pièce dans une obscurité plus profonde qu'elle n'aurait dû l'être. Le rapport officiel de police: une crise cardiaque soudaine et inattendue, un jeune homme accablé par le stress accumulé de la vie moderne. Mais Marie connaissait l'amère vérité, car elle entendait encore la voix séduisante de la dame dans les vents qui hurlait la nuit, appelant le nom d'Élise avec une douceur empoisonnée, lui promettant des retrouvailles familiales dans l'obscurité. La police lui ordonna de garder le silence absolu, la menaçant de lourdes conséquences judiciaires si elle mentionnait la femme en blanc à qui que ce soit, et les dossiers furent scellés hermétiquement, comme s'ils n'avaient jamais existé ni été écrits. Mais Marie ne retourna jamais dans cette maison maudite, et les dessins obsessionnels d'Élise, des dizaines d'images de la dame au sourire en coin et aux yeux vides, furent brûlés dans une tentative désespérée et vaine d'effacer le cauchemar qui avait infiltré leur vie. Mais le cauchemar ne s'arrêta pas là. Marie jure que les nuits de pleine lune,
Elle voit encore une silhouette blanche se tenir dans les recoins sombres de son nouvel appartement, l'invitant silencieusement d'une main spectrale, comme si elle attendait patiemment son tour inévitable, comptant les jours jusqu'à leur retrouvaille. Le dernier chapitre de cette trilogie horrifique nous emmène à Lyon, en 2023, où l'inspecteur Philippe Roux, un homme endurci de 47 ans, au visage profondément marqué et à l'âme tourmentée, a plongé dans un gouffre obscur dont aucun badge ni arme chargée ne pouvait le protéger. Philippe était le genre d'homme à porter le poids insupportable des affaires non résolues, comme de lourdes médailles amères. Son manteau usé et délavé sentant le café froid et amer, les cigarettes bon marché, allumées successivement, et la moisissure humide des vieux dossiers qu'il fouillait obsessionnellement dans les sous-sols sombres et confinés du commissariat central. L'air, là-bas, était lourd et oppressant, chargé d'une fine poussière qui dansait paresseusement dans la faible lumière intermittente des lampes fluorescentes, clignant comme des yeux nerveux et soupçonneux sur un visage invisible et accusateur. Tout avait commencé par un tuyau anonyme et crypté. Un courriel crypté arrivé dans sa boîte de réception à 3 heures du matin, l'heure des sorcières, avec une seule pièce jointe mystérieuse, un fichier intitulé « Dame blanche », affaire étouffée et enterrée. Intrigué et pris d'un mauvais pressentiment, Philippe l'ouvrit. Il ouvrit le document sur son vieil ordinateur, et ce qu'il découvrit le glaça. Des rapports détaillés et secrets sur les affaires de Julien Moreau et de la famille Leclerc, mais contenant des détails choquants, jamais parvenus au public ni à la presse. Des témoins terrifiés évoquant une entité féminine spectrale, apparaissant sur des routes désertes et dans des vieilles maisons, une figure liée à des morts inexpliquées et horribles depuis le XIXe siècle, une noble trahie et brutalement assassinée pour un amour non partagé, dont l'esprit vengeur devint une malédiction ambulante et éternelle, alimentée par la douleur accumulée et les secrets enfouis au fil des ans. Mais il y avait d'autres aspects, plus sombres, des notes marginales suggérant que la police non seulement connaissait l'existence de la dame, mais l'utilisait de manière perverse, l'invoquant comme un outil pour faire taire des informateurs gênants dans des affaires de corruption profonde et de crimes institutionnels impliquant les plus hautes sphères. Philippe rit d'abord, d'un rire nerveux et forcé, se frottant les yeux rouges et fatigués, attribuant tout cela à l'épuisement accumulé par des années de travail. Mais une ligne d'un vieux journal jauni, cité dans l'un des rapports confidentiels, lui resta gravée en mémoire comme une brûlure indélébile. La dame ne pardonne pas à ceux qui la voient. Elle les entraîne dans une danse éternelle où les secrets deviennent des chaînes indestructibles. Une adaptation sombre d'Edgar Allan Poe, mais profondément ancrée dans des légendes françaises oubliées, résonnant comme un avertissement prophétique qu'il ne pouvait ni ignorer ni ignorer. Cette même nuit fatidique, dans son appartement solitaire et encombré, tandis que le son lointain et mélancolique des sirènes perçait le silence oppressant de Lyon, Philippe fixait le miroir embué de la salle de bain tout en se lavant le visage balafré, l'eau froide coulant sur ses mains calleuses et tremblantes. Et elle était là, reflétée derrière lui, comme une vision de l'enfer, la dame blanche. Sa peau pâle presque luisante dans la pénombre, ses longs cheveux tombant comme des voiles noirs sur un visage à la fois beau et terrifiant, avec des yeux tels des roues noires perçant la réalité et aspirant l'âme. L'air devint lourd et épais, imprégné de cette odeur nauséabonde et inoubliable de douce décomposition, comme de la chair en décomposition mélangée à un parfum floral, et il sentit des doigts glacés et intangibles effleurer son épaule nue, comme pour l'attirer dans ce reflet tordu et malin. « Tu ne devrais pas savoir ça »,
murmura une voix éthéréenne dans son esprit. Inaudible à ses oreilles, mais ressenti comme des aiguilles acérées enfoncées directement dans son cerveau, chaque mot vibrant d'une menace ancienne et primordiale. Philippe pivota sur ses talons, son arme de service dans les mains instinctivement stables, mais la salle de bain était vide et silencieuse, à l'exception de la buée embuant le miroir, maintenant marquée de la même empreinte humide et glacée que Marie avait décrite dans son témoignage secret, des doigts allongés qui semblaient sortis de nulle part. Il ne dormit pas cette nuit-là, ni les nuits suivantes qui s'éternisèrent, son esprit tourbillonnant de doutes et de peurs. Il approfondit son enquête, voyageant secrètement en Provence et à Fontainebleau, interrogeant des survivants traumatisés lors de réunions clandestines dans des cafés sombres et des ruelles obscures, leur voix tremblante lorsqu'ils décrivaient la dame, toujours la même vision horrible, la robe blanche maculée d'ombre, le sourire qui promettait une mort lente, le contact qui glaçait l'âme jusqu'aux os. Tel un chien affamé et fidèle, empreignant ses vêtements et sa peau. La paranoïa le consumait peu à peu, ses mains tremblantes lorsqu'il tenait le stylo pour noter des indices, ses yeux brûlants de nuit blanche remplis de visions, et il commença à douter de sa propre santé mentale fragile, se demandant si elle était réelle ou si son esprit s'effondrait comme un château de sable sous la marée. Lors d'une réunion tendue, il confronta son supérieur, un homme au regard froid et calculateur, empestant le whisky de luxe et les secrets les plus secrets, exigeant la vérité sur les dissimulations systématiques. Il fut toutefois licencié sans préavis, accusé d'être instable et paranoïaque, son permis suspendu indéfiniment, ses dossiers confisqués et probablement détruits. Le dernier soir de son enquête, alors qu'il roulait sur une route sinueuse et déserte de la banlieue lyonnaise, sous la pluie battante comme des larmes incessantes d'un ciel indifférent et furieux, Philippe la revit, matérialisée au milieu de l'asphalte glissant, immobile, sa robe maintenant maculée d'un rouge vif et collant, comme si elle venait de se repaître d'une nouvelle victime. Il essaya de détourner le regard. Je me suis élancé, paniqué, crissement des pneus, mais le véhicule a dérapé violemment, s'écrasant contre un arbre centenaire dans un fracas assourdissant de tôles tordues et de verres brisés. Le rapport de police officiel. Un tragique accident de conduite en état d'ivresse, alors que Philippe n'avait pas bu depuis des années. Un mensonge commode pour dissimuler l'indisible. Mais je connais la vérité cachée, car des sources anonymes et risquées affirment qu'il a survécu par un sombre miracle, interné dans un asile isolé de la banlieue lyonnaise, où il marmonne sans cesse à propos d'une vaste et obscure conspiration, d'une dame blanche utilisée comme arme fatale par la police pour effacer ceux qui en savent trop. Son regard vide et perdu, fixé sur quelque chose que personne d'autre ne voit ou n'ose voir. Un vide qui engloutit tout. Et maintenant, la révélation qui vous fera remettre en question tout ce que vous croyez savoir. Ces rencontres ne sont pas des histoires isolées et fortuites, des documents fuités, dissimulés dans des forums sombres et dangereux du Deep Web, suggèrent que la Dame Blanche n'est plus qu'un simple fantôme. Elle est qu'une manifestation collective et vivante, un écho déformé des secrets que la France enfouit dans ses archives, alimenté par chaque affaire étouffée, chaque vérité violemment étouffée. Chaque fois que la police efface un rapport inquiétant, chaque fois qu'un témoin est réduit au silence à jamais, elle devient plus forte, plus affamée et plus vorace, ses yeux noirs cherchant de nouvelles âmes innocentes à entraîner dans sa danse macabre éternelle. Et le pire, elle n'est pas confinée à la France. Des témoignages terrifiants de silhouettes blanches sur des routes désertes et de vieilles maisons émergent dans d'autres pays du monde, comme si la malédiction se propageait comme une peste invisible, rampant dans les ombres du globe. Tandis que vous regardez ceci, quelqu'un, quelque part dans l'obscurité, voit peut-être la dame en ce moment même, sent son contact glacial sur sa peau, entend son invitation murmurée à la rejoindre dans le vide. Croyez-vous que cette histoire est inventée? Êtes-vous sûr que ce subtil reflet dans le coin de votre écran n'est que la lumière innocente de votre chambre? Laissez un commentaire ci-dessous. Avez-vous déjà ressenti un frisson inexplicable vous parcourir le dos, vu une ombre blanche inexplicable ou entendu un murmure injustifié vous appeler? Croyez-vous que la police cache des secrets qui dépassent notre imagination ou notre compréhension? Abonnez-vous à la chaîne, car la prochaine vidéo pourrait révéler quelque chose qui se passe bien plus près de chez vous que vous ne le pensez ou ne le souhaitez. Et, avant d'éteindre la lumière ce soir, regardez-vous de nouveau dans le miroir. La Dame Blanche attend peut-être patiemment, et elle ne pardonne jamais à ceux qui connaissent son nom interdit.